Bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Yves. Emmanuel Macron à Saint-Martin, opération calinothérapie ratée. Une photo fait polémique, le président a pris la pose avec deux jeunes hommes. L'un, torse nu, adresse un doigt d'honneur. Histoire d'une nation, le documentaire Événements de France 2 revisite l'histoire de France du point de vue de l'immigration. Une histoire qui commencerait en 1870 et où toutes les immigrations se vaudraient. Un père sur le chemin de la haine, le non-respect signé Le Monde. Au lieu de comprendre la douleur d'un homme qui a perdu sa fille lors des attentats du Bataclan, le journal se borne à tracer une ligne à ne pas franchir. Et vous retrouverez votre zapping et les tweets d'immédiat. Le chef de l'État s'est rendu sur l'île Saint-Martin le week-end dernier, un an après le passage de l'ouragan Irma. Dans l'Express, on titre à Saint-Martin, opération calinothérapie de Macron. Ce passage va faire une vive polémique. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron est sorti des sentiers battus, des sentiers préparés par la police pour aller visiter des jeunes. Mais il ne faut pas rester comme ça et pas refaire des bêtises. Les braquages, c'est fini. Voilà, on a dit. Vous voulez pas. Je vais oublier. Ta mère, elle m'a dit que ça. Continue. Au moment de cette visite, une photo va sortir sur les réseaux sociaux. C'est une photo toujours avec ces jeunes, sauf qu'il y en a un qui est torse nu et ce même jeune homme fait un doigt d'honneur. Sur les réseaux sociaux, ça provoque une très vive polémique, entre guillemets, notamment par le fait que certains politiques se sont emparés de cette photo et l'ont dénoncée, notamment Marine Le Pen comme Robert Ménard. Mais dans la presse, la polémique est faussée justement par le fait que c'est Marine Le Pen comme Robert Ménard, c'est-à-dire pour la presse des politiques catalogués à l'extrême droite, qui dénoncent cette photo. Autre son de cloche, eh bien c'est sur Valeurs Actuelles, au lieu de dire il y a une polémique sur cette photo, eh bien Valeurs Actuelles titre « Les désastreuses photos de Macron qui ruinent la fonction présidentielle ». Voilà, alors ces photos ruinent effectivement la fonction présidentielle, à la fois par l'espèce de familiarité extrême avec des gens qui, de surcroît, font des gestes obscènes, et pour l'un d'entre eux, au moins, est un délinquant, un braqueur, une racaille. Donc ça fait quand même un beau combo. Un président sans aucune distance, sans aucune dignité, avec des jeunes dont au moins l'un d'entre eux est délinquant. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Dans la presse, en fait, cette polémique est complètement diabolisée. Diabolisée, je l'ai dit, parce que c'est le Rassemblement national qui s'est emparé de cette histoire. Vous allez voir, en fait, c'est pas un exemple d'un journaliste, c'est Marlène Schiappa qui intervient au micro sur RTL. Et vous allez voir, c'est exactement le même processus. Oui, elle est leader d'un grand parti raciste, d'extrême droite. Ce qui la choque, c'est pas que le président pose à côté d'un jeune. Ce qui la choque, c'est la couleur de peau de ce jeune, soyons très clairs. À chaque fois que le président pose avec des personnes qui sont de couleur noire, Marine Le Pen s'offusque. Donc je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Oui, alors c'est extrait d'une malhonnêteté absolue, parce qu'on peut faire beaucoup de critiques sur Marine Le Pen. Personnellement, j'en fais. Mais je crois qu'elle est tout sauf raciste. Donc c'est tout à fait déplacé. Simplement, ce qui est intéressant de voir, c'est comment monte une affaire, en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe au départ ? C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Twitter que les photos circulent, tout simplement parce qu'elles choquent. C'est ça, l'événement. Ensuite, il y a un certain nombre de politiques qui le reprennent, dont Marine Le Pen, mais dont d'autres, Dupont-Aignan, des gens des Républicains, beaucoup d'autres politiques ont repris cette séquence parce qu'elle est choquante. Et dans un troisième temps, les médias en parlent. Et les médias en parlent quand même en récupérant un peu l'affaire pour le compte du pouvoir et en essayant d'expliquer que ceux qui ont tort, c'est ceux qui ont créé la polémique autour des photos et non pas les photos elles-mêmes, contrairement à ce que dit Valeurs Actuelles. Mais c'est en trois temps. Les réseaux sociaux, les politiques, les médias. C'est intéressant, les médias, là, ils sont à la remorque. Justement, à propos des médias, eh bien, c'est l'heure des pros qui s'est intéressé à cette photo, avec notamment le grand publicitaire Séguéla. Moi, je pense que c'est une séquence très importante dans l'histoire de la communication d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il s'est libéré. Je crois que c'est le début de la reconquête, parce qu'il faut
aller en reconquête. Jusqu'à présent, le début de la reconquête avec cette photo. Il a admis qu'il allait faire une reconquête de communication. Oui, en gros, ce qu'il nous dit, il y a des beaux discours écrits par un normalien, d'ailleurs, toujours bien pour écrire des discours, qui parlent du fond, mais au fond, personne n'écoute ou n'entend. Et puis, il y a les exhibitions de Macron lors de ses déplacements, qui sont des opérations de communication, dont on peut se demander si elles annoncent la reconquête de l'opinion ou l'effondrement de Macron dans l'opinion. Là, la question est ouverte, à mon avis. Dans les grandes gueules, eh bien, là, pour le coup, on va avoir quand même un son de cloche extrêmement différent. Quand je suis choquée, je suis avec des jeunes, j'étais encore avec des jeunes la semaine dernière, jamais, au grand jamais, pour le respect que j'ai pour eux, pour le respect qu'ils ont pour moi et de ce que je leur apporte, je garde une certaine distance. Parce que je suis là, je représente pour eux quelqu'un qui aide, qui accompagne. Oui, mais le doigt d'honneur, c'est le jeune qui le fait. Et sur le blog d'Yvan Rieufol, eh bien, on a ce titre « Quand Macron excuse la vulgarité des uns ». Alors, c'est toute la question, finalement, quelle distance peut-on prendre avec ce président jupitérien? A-t-on le droit d'être proche, de lui faire une câlinade? Est-ce qu'on doit l'appeler Monsieur Président? Comment doit-on se comporter avec ce nouveau président de la République? Je pense qu'on devrait l'appeler Monsieur le Président, mais il ne peut pas dire à des jeunes tu m'appelles pas Manu quand ils sont blancs ou tu traverses la rue pour trouver un emploi ou d'un côté et puis faire... ami avec d'autres jeunes, d'autres couleurs et malheureusement délinquants. Il y a vraiment là un deux poids, deux mesures. Je crois que Macron, il a commencé jupitérien et il finit dans les bacchanales. Sur Twitter, c'est une vidéo qui fait énormément de bruit. C'est une intervention de l'humoriste Fabrice Eboué et qui dit grossièrement, en gros, Emmanuel Macron, il a un problème avec les gens de couleur noire. Dès qu'il voit des noirs, il s'émoustille, quoi. Dès que c'est des noirs torse nu. Ça a commencé à la finale de la Coupe du Monde, là. Il était dans le vestiaire avec les joueurs noirs torse nu. Et le mec a pété un plomb. Tu vois, il était là, limite, il dansait le dambolo, quoi. Il était là. Et la presse va s'interroger, en fait, sur les motivations de ce doigt d'honneur, ce geste obscène. Au lieu de condamner, eh bien, on va essayer de comprendre. Photo polémique de Macron aux Antilles. L'un des deux jeunes hommes raconte. C'est dans Le Parisien. Son explication, c'est qu'il a fait ça envers les gars qui ne veulent pas qu'on avance dans la vie. C'était pas du tout vis-à-vis du président de la République, pas du tout vis-à-vis du photographe, mais vis-à-vis des gens qui ne veulent pas qu'il avance dans la vie. Ça, c'est un élément de langage qu'on lui a donné, hein, c'est pas autre chose. Alors évidemment, cette version des faits va être reprise quand même dans la presse. Je vais prendre un exemple, BFM TV. Photo de Macron à Saint-Martin. Pour l'un des jeunes, ce geste n'était pas contre le président. Et je vais terminer avec cette info qui est sortie sur Twitter. Selon Le Parisien, l'un des deux hommes sur le cliché de Macron à Saint-Martin serait un des proches du chef du gang armé contrôlant le marché de la cocaïne en provenance de la Guyane. C'est une information du Parisien. Alors paraît-il, depuis, elle aurait été démentie. Non, elle a été nuancée, voire démentie par le procureur de la République. Enfin, le procureur de la République, il agit sous les ordres directs du ministre de la Justice et donc de Macron. Donc le démenti du procureur de la République... Bon, il est à prendre et à laisser. Hein. Donc, en tout cas, ce qui est incontestable, c'est que l'un des deux, au moins, était un voyou, un braqueur, ce qui est quand même grave parce que... c'est le président de la deuxième chance. C'est même la troisième peut-être. Ce qui est quand même particulièrement grave de s'afficher avec un braqueur dans cette île de Saint-Martin, c'est que cette île de Saint-Martin, lorsqu'il y a eu le typhon, le cyclone, il y a eu ensuite d'énormes pillages. Il y a eu des pillards et l'ordre public n'était pas respecté. Et là, le président de la République se déplace pour aller, au fond, encourager un type qui est un braqueur et a sans doute été un pillard, parce qu'on va voir pourquoi le braqueur ne serait pas aussi pillard. Je n'ai pas du tout vérifié cette information, j'en sais rien, je ne sais pas du tout pourquoi il a été condamné. Hein. Donc, je l'ai braquage. C'est pour braquage, mais est-ce que c'était au moment de l'ouragan d'Irma, etc. Je ne sais pas, mais je veux dire, ça s'inscrit dans un contexte où l'ordre public avait totalement disparu et où les pillards avaient pris le contrôle de l'île. On en avait d'ailleurs parlé à l'époque. Il y avait eu d'ailleurs des scènes tout à fait étonnantes où on voyait la ministre de l'Outre-mer à côté des pillards et se plaignant des pillages qui avaient lieu à quelques dizaines de mètres de l'endroit où elle se trouvait. C'est l'effondrement de l'État. Je ne crois pas qu'on reconstruise l'État dans cette île en s'affichant comme l'a fait le président Macron.
Au final, en gros, on pardonne à Emmanuel Macron une photo relativement indécente et puis un geste qui a été fait avec lui, obscène. On pardonne à tout pour le nouveau président de la République. Pour les Emmanuel médias, Macron. oui. Pour les médias bien pensants, oui, bien sûr. Et à partir du moment où il est avec des racailles, tout va bien. Macron, c'est le président des autres. C'est le président des autres, c'est le président des minorités, c'est le président des racailles. Et bien, ça sera le mot de la fin. Jean-Yves, passons au zapping d'immédiat. C'est un coup de tonnerre dans les relations entre la France et l'Iran. Ce matin, une perquisition à Grande-Synthe dans les locaux de l'association chiite Centre Zahra France, ainsi qu'au domicile des principaux dirigeants, a conduit à 3 gardes à vue pour détention illégale d'armes. 6 ordinateurs ont également été saisis pour analyse. On se pose une question qui est simple. Mais comment les gens en Occident ont pu croire que de l'autre côté des mers, il y avait des sauvages ? C'est comme si on allait faire le tour du monde en un jour, on allait voir ces populations qui arrivaient ici. Et tout ça était intimement fabriqué. On inventait le sauvage et le public y allait parce qu'il était curieux. Concrètement, s'il a tort, pourquoi les banlieues ont milité pour le CV anonyme? Si je mets 2 CV, un avec écrit Mamadou, un écrit avec Roger, qui va être pris? En fait, c'est la réalité. Oui. Tente chaque jour sur CNews de déclencher la polémique. Vous trouvez que je tente chaque jour de déclencher la polémique? Sérieusement, Laurent Geoffrin. Je dirais pas ça comme ça. Voilà. Parce que moi, j'en ai marre d'être attaqué par ces gens-là. Mais Brassens, dans les années 60, il faisait scandale, il était censuré aussi sur des paroles qui aujourd'hui sont... Enfin, on a fait écouter ça à nos enfants, ça pose aucun problème. Après, il ne s'agit pas ni de défendre ces paroles-là, qui... Là aussi, il dit ce rappeur qu'il est censé avoir incarné un rôle, Nick Conrad, que c'est pas ce qu'il pense, et que c'est une manière d'incarner un personnage, etc. Réveiller les consciences. C'est la question, finalement, de la liberté de l'art. En fait, j'en ai marre de ce ton-là, de cette couleur-là, de cette mauvaise foi-là. J'en ai marre. Et maintenant, je réponds... Moi aussi, j'en ai marre d'être attaqué par toutes sortes de gens. Oui, mais je trouve que c'est... Ça n'arrête pas. Là. Non, mais tous les matins... Non, mais je suis d'accord avec vous, mais ces gens... Mon journal est souvent attaqué. Ces gens sont de mauvaise foi. Vous n'êtes pas des journalistes. Hein. Vous êtes des clowns. Vous avez un nez de clown. Vous n'êtes pas des journalistes. Vous ne m'intéressez pas. Vous ne m'intéressez pas. Il y a beaucoup de policiers, pourquoi? C'est quoi le problème ce soir? Des clowns, vous êtes des délateurs avec des nez de clown, habillés en clown. Pourquoi je vous répondrai? Je suis venu là parce que... Viens Vincent, tu es un journaliste, je vais rentrer de journaliste. Charlotte Dorlénas est la nouvelle journaliste étoile montante féminine de la presse de droite. Bien à droite. La nouvelle journaliste très à droite. Quand vous allez à Château-Rouge, il y a une africanisation culturelle. Charlotte Dorlénas. Chouette, encore de l'extrême droite. C'est elle la nouvelle star, la nouvelle polémiste star des plateaux télé. Elle s'appelle Charlotte Dornélas. J'ai envie qu'on fasse des petits jeux coquins, des jeux de rôle où tu serais déguisé en Jeanne d'Arc et moi en Mélenchon. Tu me coincerais derrière le canapé, tu me mettrais des fessées bien méritées. Moi je crierais « Oh oui, aïe, ça fait mal, mais je l'ai mérité, je ne suis qu'un démon bolchevique qui veut anéantir le monde créé en 6 jours par Dieu le Père. » Puis tu enlèveras ton armure et tu me diras « Viens mon cochon, viens voir Tati Jeanne d'Arc. » Et là, je deviendrai fou de désir, et ce sera à mon tour de t'humilier en te disant des choses infâmes, des choses du style. Si certains veulent appeler ça réac, conservateur ou extrême droite, moi je vais pas me battre en fait toute la journée pour me... Rien ne vous vexe dans tout ça? C'est pas que ça me vexe, c'est simplement que c'est des étiquettes et qu'on sait bien que les étiquettes, en fait, ça n'a pas beaucoup de profondeur, quoi. Donc moi, si on veut me prendre sur le travail que je fais, sur des arguments que je donne et me contredire, il n'y a pas de problème. J'ai jamais refusé le débat avec qui que ce soit. Je parle avec qui veut. Hein, vous en êtes bien la preuve aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la fachosphère. Et elle est tenace. Elle regroupe des nostalgiques de Mussolini, mais aussi plus largement des sympathisants et membres de la dite extrême droite. Parmi ces personnes, il y a celles qui défendent vraiment le fascisme. On observe d'ailleurs une résurgence de ces mouvements. En Italie, il y a Casa Pound. Ils essaient de coller le plus possible aux théories de Mussolini. En France, il y a le Bastion social ou encore l'ex-mouvement d'action sociale. Cette clause de conscience, elle est le point d'appui de tous les adversaires de l'IVG. On propose...
Alors, ce qui est, je dirais, le plus choquant dans cet ensemble, et Dieu sait s'il y a des choses choquantes, c'est la petite séquence de propagande gouvernementale du petit film contre les violences faites aux femmes. Parce que là, on a le combo. Dans la scène qui est censée se passer dans le métro, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord un gentil couple mixte, noir-blanc, avec, comme toujours d'ailleurs dans les images publicitaires, quand il y a un couple mixte, vous remarquerez, observez-le, dans 90 ou 95% des cas, la femme est blanche et l'homme est noir. Ça, on a ça, c'est un gentil couple mixte. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a un méchant blanc qui fait du manspreading, les jambes bien écartées, et qui est en posture d'agression sexuelle d'une gentille beurette. Et heureusement, la gentille blanche qui est avec le gentil noir arrête les choses. On est dans le combo total. On est aussi quand même, on est dans la propagande, on est dans le mensonge, parce que malheureusement, dans la majorité des cas d'agression sexuelle, c'est plutôt des jeunes femmes blanches qui sont victimes et non pas des jeunes femmes maghrébines ou noires victimes d'agresseurs blancs. Donc on est dans l'inversion accusatoire, on est dans l'inversion totale, et tout ça avec l'argent public. Nous sommes vraiment dans une société de propagande. Il y a aussi, et là on est toujours dans la propagande, il y a un universitaire ou pseudo-universitaire d'extrême gauche, Blanchard, qui vient de publier un livre sur les méchancetés de la colonisation et sur le fait que les Noirs, par exemple, étaient présentés, entre guillemets, comme des sauvages. À l'époque de Jules Ferry, c'est vrai qu'il considérait que le devoir des races supérieures était d'éduquer les races inférieures. Mais ce qui est intéressant de voir dans cette affaire, c'est le matraquage de la propagande. Vous avez choisi, Hervé, 3 séquences sur Agi+, sur Brut, sur Arte, c'est-à-dire tout un ensemble de médias qui font des petites séquences de pure propagande, accessoirement pour promouvoir un bouquin, tout en contribuant à développer la culture de la repentance, la culture de la culpabilisation. Toujours dans la propagande, il y a un média de propagande absolument extrême, si je puis dire, qui fait de l'extrême propagande, c'est Quotidien. Alors Quotidien, on avait vu la semaine dernière, Nadine Morano avait accepté d'être filmée par eux, à condition de les filmer aussi, pour avoir une espèce de garantie. Et puis là, on a Bousquet de la Nouvelle Librairie et de la revue Éléments qui leur refuse purement et simplement la parole. Enfin, il leur refuse de leur parler, en tout cas, en disant « Vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des clowns ». J'ai trouvé la scène assez amusante parce que, au fond, il leur dit les choses « Vous n'êtes pas vraiment des journalistes ». Charlotte Dornelas a fait un choix différent. Elle a accepté de leur parler, mais absolument pas sans se laisser intimider, en maintenant ses positions et en leur disant les choses de manière tout à fait cash. Donc on voit très bien qu'il y a, au fond, une résistance globale qui est en train de se mettre en place face à cette dictature médiatique. Alors, Charlotte Dornelas, puisqu'on en parle, elle est l'objet de polémiques, elle a fait l'objet d'attaques, on en a parlé la semaine dernière déjà. Depuis, il y a eu quand même une séquence particulièrement, on va dire, trash, du soi-disant humoriste Morin sur France Inter, qui fait vraiment dans l'humour sexuel. Honnêtement, si un homme de droite se permettait le 10e sur une femme de gauche de ce que fait ce Morin, ça serait un scandale. Et ce qui est intéressant d'ailleurs de voir, d'observer, c'est que les femmes qui assistent à la séquence de Morin sont gênées. Elles sont gênées parce que même s'ils se moquent d'une femme de droite, elles trouvent que c'est un humour gras, vulgaire et finalement peu acceptable. Monsieur Morin fait ça, comme Monsieur Meurice, comme d'autres, sur le service public, avec l'argent du service public, avec l'argent des contribuables. Dernier élément peut-être, il y a une séquence de Combini qui vise à supprimer la clause de conscience
pour les médecins par rapport à l'IVG. La clause de conscience, c'est général d'ailleurs pour les médecins, ça existait avant qu'il y ait l'IVG. Et la clause de conscience, ça remonte à loin. Ça remonte bien sûr au christianisme. Et avant même le christianisme, ça remonte à Antigone qui refuse les ordres du roi parce qu'ils sont contraires à ce qu'on considère comme la décence, qui consiste à donner en l'occurrence une sépulture à un proche. Jean-Yves, passons à la troisième partie, Histoire d'une nation sur France 2, Histoire d'une manipulation. C'est le documentaire qui court sur plusieurs semaines, c'est Histoire d'une nation. Il a été coproduit par plusieurs médias, notamment France Inter, France 2, mais aussi l'Obs. Forcément, on va retrouver cette publicité de ce documentaire dans plusieurs médias, Télé Obs. Découvrez en avant-première Histoire d'une nation, le documentaire événement de France 2. Télé Obs qui vend sa soupe. Mais on va le retrouver aussi sur France Inter, et là vous allez voir le vocabulaire qui est employé. Les auditeurs sont incités, vivement incités, à regarder ce documentaire. À l'heure où les xénophobes prennent plus que jamais la lumière médiatique. Alors, précision importante, ce n'est pas une histoire de l'immigration qui est racontée ici, c'est l'histoire de France, mais avec tout le monde. Plus d'un quart de la population française a au moins un grand-parent qui est né à l'étranger. Ce récit, très fin, très pédagogique, jamais caricatural et qui repose sur une récolte impressionnante d'images d'archives. Très jolie séquence de pure propagande. D'abord, on est à l'impératif. Ce soir, on regarde. C'est un ordre. Ce soir, on regarde. Et on nous explique que c'est un programme salutaire. Salutaire. Très pédagogique. Jamais caricatural. On est là véritablement... Dans la caricature. Bah, dans la caricature, oui, enfin dans l'expression, non, pas dans la caricature, dans l'expression naturelle de ce qu'est France Télévisions, c'est-à-dire un média de propagande politiquement correcte, comme on en trouve en Corée du Nord. Sur Arrêt sur Image, on nous dit bien l'objectif de ce documentaire. C'est montrer comment l'histoire de France est une histoire de l'immigration. C'est un discours qu'on retrouve quand même depuis pas mal de temps dans les médias. Et sur Le Monde, on en parle aussi de ce documentaire. Histoire d'une nation, les immigrés aussi font l'histoire du pays. Sans l'afflux des métallurgistes italiens, des mineurs polonais et marocains, des ouvriers algériens et portugais du bâtiment, la France ne serait pas un pays industriel. Un peu plus loin, on va nous donner le fil conducteur de ce documentaire. Et ce fil conducteur, c'est la stigmatisation constante dans toute l'histoire de France des étrangers et de l'immigration. La thématique, on va aussi la retrouver sur France Info avec Julien Pain. Est-ce que vous voyez-vous un point commun entre toutes ces personnes qui sont sur ce carton? Michel Drucker, Yuri Djorkaeff, M. Pokora, Francis Cabrel, Juliette Binoche, Michel Simès. Aucune idée. C'est des célébrités. Il y a un autre point commun. Issus de l'immigration. On retrouve des noms qu'on retrouve dans le documentaire, mais c'est la thématique directe, complètement inspirée de ce documentaire diffusé sur France 2. Et alors, on a encore un autre média. On va retrouver le comédien Eric Ramsey sur Brut. Je sais plus sur Vercingétorix que sur mes parents. J'en sais plus sur Clovis et son putain de vase que sur mon père et la guerre d'Algérie. Donc là, vous voyez, on a le matraquage, puisque tous les médias incitent à aller voir ce documentaire. On est dans le prescriptif, ce documentaire. Alors maintenant, après avoir vu un peu ce matraquage, comment les médias ont vendu ce documentaire sur l'ensemble des plateformes, il y en a eu vraiment énormément. Rentrons un peu dans ce documentaire. Prenons le temps de décortiquer au moins un épisode. On a pris le temps de décortiquer le premier épisode, et ça commence avec ces mots, notre histoire commence, et notre histoire commence quand elle commence en 1870. Quand notre histoire commence, être français ne veut pas dire grand-chose. On est de son village, de son clocher, de son quartier. La France est celle des petits pays. C'est doublement intéressant comme déclaration parce que d'abord on fait commencer l'histoire de France en 1870. Alors pendant longtemps, la version entre guillemets républicaine avait tendance à faire démarrer l'histoire de France en 1789.
89, c'est-à-dire quand même un siècle plus tôt. La vérité, c'est que l'histoire de France, elle commence bien avant. On peut la faire remonter au début de la monarchie avec l'avènement du Capet en 989. On peut la faire remonter au baptême de Clovis, qui est effectivement un acte fondateur. On peut même la faire remonter à Vercingétorix, beaucoup plus tôt encore. L'histoire de France, elle s'inscrit dans la durée. Et là, c'est un choix scénaristique, on va dire. Et au moment où Zemmour insiste sur l'importance de l'histoire dans l'identité française, on a cet opus de propagande qui nous dit non, ça démarre en 1800. Ils font démarrer en 1870, ignorant tout ce qu'il y a avant. Tout ce qu'il y a avant. Dans le reportage, moi, on m'affirme qu'en 1870, il n'y a pas vraiment de frontières. D'ailleurs, les immigrés pouvaient passer de l'Italie à la France assez facilement. J'ai l'impression que la frontière franco-italienne, c'était un peu un truc abstrait, quoi. Pas de frontières, pas encore de patrie. Oui, alors ça, c'est tout à fait faux. D'abord, la frontière franco-italienne, à l'époque, elle était hérissée de forteresses. Au début de la guerre de 1914, les Italiens qui étaient présents en France ont été placés sous un contrôle extrêmement strict, puisqu'au début de la guerre de 14, l'Italie était neutre. Elle était susceptible de basculer dans le camp des puissances ennemies de la France. Et donc, les Italiens qui résidaient en France étaient sous surveillance étroite de la police. Donc, il y avait une frontière à la fois physique avec les forteresses et une frontière intérieure avec un statut très particulier. Le plus marquant dans ce reportage, c'est qu'au final, le documentaire va essayer de laisser passer, de dire que toutes les immigrations se valent, aussi bien italiens que polonais que subsahariens. Une histoire où, quel que soit le lieu d'où l'on vient, tout le monde peut se retrouver. Oui, alors vous entendez la musique douce pour dire tout le monde peut se retrouver. Alors en fait, le schéma de propagande qu'on a là, on l'avait déjà il y a 40 ans. C'est-à-dire qu'on disait, on a bien intégré, assimilé les Italiens, les Polonais, les Belges, que sais-je encore. Et donc, il n'y aura aucun problème. Ça sera pareil avec les musulmans et les Africains. Sauf que on pouvait peut-être dire ça depuis 40 ans. On pouvait peut-être dire ça il y a 40 ans. On pouvait peut-être faire cette hypothèse il y a 40 ans. Aujourd'hui, on sait très bien que l'immigration musulmane ou l'immigration africaine ne s'assimile absolument pas de la même manière que les immigrations européennes se sont assimilées. Ça n'a rien à voir. Il peut y avoir des individus, des particularités qui s'assimilent, mais l'immense majorité, elle importe ses modes de vie, elle importe sa religion, elle importe ses coutumes. Et donc, faire la comparaison entre les Italiens, les Polonais, les Belges d'un côté, les Espagnols, les Portugais, et de l'autre, les Africains et les musulmans, eh bien, c'est un mensonge. Et alors, cette comparaison, elle est vraiment constante, en fait, dans ce documentaire. Je viens de montrer un extrait qui représente le début du documentaire et je vais montrer un autre extrait qui représente pratiquement la conclusion de cette première partie du documentaire. On est sur la loi de 1927, sur la nationalité et sur cette volonté d'intégration de l'émigré. Qu'ils soient italiens, polonais, russes ou arméniens, ils ont pris racine en France. 40 ans après la première loi sur la nationalité, la Troisième République est convaincue d'avoir créé un modèle parfait du français. Un modèle dans lequel doivent se couler aussi bien des provinciaux que des immigrés. Désormais, un étranger est naturalisé au bout de 3 ans au lieu de 10. Cette loi de 1927 est un pari. Le pari que, dès la nationalité obtenue, l'assimilation est en route. Voilà, c'est l'affirmation. On compare des choses qui ne sont pas comparables. On compare des immigrations européennes et des immigrations non européennes. Bon, c'est difficile à faire croire. Alors, ils ont mis un très gros budget dans le document, parce que c'est pas un documentaire, dans le document de propagande, ils ont mis un très gros budget pour essayer d'imposer une contre-vérité. On ne mélange pas les pommes et les poires. On ne mélange pas les carottes et les salades. Enfin, les salades en matière de télévision publique, on est habitué. Jean-Yves, passons au tweet de la semaine.
Alors, je vais commenter quelques couvertures de presse tout à fait intéressantes. D'abord, Le Point fait un numéro sur les sagouins, entre guillemets, les incivilités, la ville sale, les tags, etc. Curieusement, pour illustrer ça, la couverture ne met que des blancs et avec en mode bande dessinée des années 70-80. C'est une manière d'aborder le sujet un petit peu partial. Bon, c'est sûr qu'il y a sûrement des blancs qui se comportent comme des sagouins, certainement. C'est pas forcément uniquement des blancs non plus qui se comportent comme des sagouins. Donc là, on a de la stigmatisation, en quelque sorte, pour reprendre leur vocabulaire. L'Express, alors l'Express, là, une couverture assez plus honnête, on peut dire. La fin du vivre ensemble. Ça tombe bien, ça, ils ne pouvaient pas le prévoir. C'est la semaine où le ministre de l'Intérieur démissionnaire dit on est en train de passer du vivre ensemble au face-à-face. Donc, alors c'est très bien parce que malheureusement, tous ceux qui ont mis en garde contre ce face-à-face qui allait venir, c'est précisément ceux qui ont été et qui sont toujours censurés dans les grands médias. Enfin bon, on va dire que l'Express a fait au moins une bonne couverture dans l'année. Libé, très fort, c'est pas une couverture récente, mais c'est intéressant de la ressortir maintenant. Ils avaient fait une une, c'est pas rien, une une, sur un appel de soi-disant personnalités, célébrités de l'art, du spectacle, enfin tous les pétitionnaires habituels, qui étaient à la fois justice, ça s'appelait justice pour Théo, le mythomane, qui prétendait avoir été violé par des policiers, et justice pour Adama, dont on prétendait qu'il était mort à la suite de violences de la gendarmerie, alors que son décès n'est en rien lié à cela. Donc bravo Libé, ils ont vraiment du flair pour détecter les bobards et les mettre en une de leur journal. Dernier point, c'est le contrepoint. Il y a ceux qui affirment délibérément des mensonges dans le cadre de leur propagande, et il y a ceux qui sont censurés. Et donc Paris Première vient d'être à nouveau faire l'objet d'un avertissement du CSA, l'audiovisuel, pour condamner un propos de Zemmour. Jean-Yves, passons à la 5e et dernière partie, le deuil de Patrick Jardin, souillé par le journal Le Monde. On s'en souvient, on en avait parlé légèrement dans Immédiat, c'était le 21 septembre, c'était l'annulation des concerts de Médine au Bataclan. Médine, c'était ce chanteur islamique qui voulait chanter dans cette salle qui avait été meurtrie par les attentats islamiques. Sauf que cette bataille contre les concerts du rappeur Médine avait été menée par notamment une personne, un porte-étendard. Qui était-il, Jean-Yves ? Eh bien, Patrick Jardin, le père d'une des victimes du Bataclan, une jeune femme qui était technicienne, ingénieure technique au Bataclan, et qui s'est mobilisée contre ce qu'il considérait comme une profanation que de voir un chanteur islamiste se produire dans ce lieu, effectivement,
où sa fille avait péri. Et grâce à cet étendard, justement, la presse s'est enfin intéressée à Patrick Jardin. Sauf qu'elle s'est intéressée à Patrick Jardin d'une manière un peu particulière. Le Monde, avec un article de Élise Vincent et Lucie Soulier. Après le Bataclan, un père sur le chemin de la haine. Qu'est-ce que c'est que cette haine pour ces deux journalistes du Monde? Eh bien, cette haine, c'est parce que Patrick Jardin s'est allié à des mouvements dits, pour le Monde, d'extrême droite. À force de rancœur, ce fort en gueule taillé à la Gérard Depardieu est devenu la victime totem d'un autre camp, à l'opposé des bobos gauchos et du « je suis Charlie ». Ses soutiens à lui abhorrent le politiquement correct et le dialogue avec l'islam de France. Il s'appelle Génération Identitaire, TV Liberté ou encore Renaud Camus, l'un des théoriciens du grand remplacement. Intéressons-nous quand même un petit peu aux différents articles signés par cette journaliste, Lucie Soulier. Alors je vais regarder comment la droite réactionnaire pèse sur les débats politiques. Après le Bataclan, un père sur le chemin de la haine. C'est cet article qui a énormément buzzé sur les réseaux sociaux. Hostile à la PMA, la droite et l'extrême droite prêtes au combat. Donc on s'aperçoit quand même dans ces titres que visiblement Lucie Soulier s'intéresse énormément à ce qu'elle appelle l'extrême droite. L'affaire aurait pu en rester là, sauf que, Claude Askolovitch, qui fait une chronique, une revue de presse sur France Inter, a cité aussi cet article. On termine, Claude, avec des hommes hantés. Et Le Monde raconte Patrick Jardin, dont la fille Nathalie fut tuée au Bataclan et qui depuis s'abandonne à la haine et la revendique. Il est cet homme devenu un personnage fétiche de l'extrême droite, à l'opposé des victimes pleines de bons sentiments. Sur les réseaux sociaux, on lui a énormément reproché cette chronique où, soyons honnêtes, il ne faisait que citer l'article du Monde. Dans le média russe Sputnik, on dénonce un peu cette chronique quand Le Monde diabolise Patrick Jardin, père d'une victime au Bataclan. Se faire traiter d'extrémiste de droite, donc de facho, de raciste, d'antisémite et de xénophobe, quand on veut simplement défendre un lieu sacré contre les attaques des défenseurs de la barbarie islamique dans son pays, ça me paraît insupportable. Ça, c'est Patrick Jardin qui dit ça. Oui, tout à fait. Et alors, encore une fois, Claude Askolovitch aurait pu en rester là, aurait pu en rester à sa chronique, à sa revue de presse. Eh bien non, sur Slate, il a publié un nouvel article. Les fascistes se nourrissent de la souffrance de Patrick Jardin et d'autres, un article mielleux, plein de sentimentalisme, où il essaie de montrer une espèce de bonne foi, mais où on s'aperçoit que toujours cette ligne rouge est toujours réaffirmée. Alors, on comprend pourquoi tant de parents de victimes finissent par tenir des propos politiquement corrects. C'est qu'ils ne sont pas prêts à affronter la haine de la classe médiatique. Et cette classe médiatique, dans cette affaire, vis-à-vis de Patrick Jardin, elle ne montre pas la moindre empathie. Elle ne cherche pas à comprendre sa position. Elle est immédiatement dans la condamnation. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette affaire ? On a la condamnation, on a la diabolisation. À partir du moment où Patrick Jardin s'oppose à la présence de Médine au Bataclan, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe deux choses. Dans un premier temps, il se passe l'occultation. C'est-à-dire que tant que l'affaire est conduite sur les réseaux sociaux pour empêcher ce concert, les médias n'en parlent absolument pas. Les médias mainstream n'en parlent absolument pas. C'est le silence, c'est l'occultation. Et puis, quand la mobilisation sur les réseaux aboutit à l'annulation du concert, alors on passe à la phase diabolisation. Occultation, diabolisation. On ne parle pas de vous tant que ça pourrait être de l'information que de parler de vous, que ça pourrait déboucher sur un événement. Et quand l'événement a eu lieu, alors on passe à la phase diabolisation. Jean-Yves, c'est la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un coup de chapeau à rendre ? J'ai un coup de chapeau pour le nouveau numéro d'Éléments qui vient de sortir, qui est disponible en kiosque, avec une couverture sur Éric Zemmour, mais un entretien extrêmement intéressant avec Zemmour. Ceci étant, il n'y a pas que ça, il y a un article aussi sur le GPS Galiléo. Oui, il y a aussi un article tout à fait intéressant, tout à fait amusant, un petit peu à contre-courant de pas mal de choses. 1789, une contre-révolution sexuelle, la République des mâles, et qui développe comme thèse que les femmes avaient pris énormément de pouvoir à la fin de l'Ancien Régime, avec des hommes un petit peu
efféminé, les femmes avaient pris énormément de pouvoir. On se souvient de certaines favorites de Louis XV, comme Madame de Pompadour. On se souvient aussi de Marie-Antoinette, qui finalement, à la fin du règne de Louis XVI, était devenue l'homme du couple, en quelque sorte. Et la Révolution ramène au pouvoir les hommes qui appellent les femmes citoyennes, mais qui se gardent bien de leur donner le droit de vote, tout en leur accordant tout de même le droit de monter sur l'échafaud. Donc c'est une relecture en termes de, on va dire, d'affrontement entre les hommes et les femmes de la Révolution française. C'est assez amusant, c'est assez stimulant en tout cas. Eh bien, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. N'hésitez pas à nous envoyer les informations que vous voyez à travers votre propre veille médiatique à l'adresse i-media@tvliberté.com. Jean-Yves. Rendez-vous pour le prochain Immédiat.